Eh ben, c'est parti. Alors, il me reste à vous présenter ce nouveau livre qui vient d'arriver. Donc, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion, pardon, de travailler avec les Globetrotters, euh, qui existait déjà le niveau 1, 2, 3, 4. Et donc, arrive le niveau 5 qui correspond donc au niveau B1. Et donc, ce qu'on va faire dans l'heure qui suit, c'est déjà, je vais vous présenter la collection Les Globetrotters, pour le cas où vous ne la connaîtriez pas, et puis vous rappeler un petit peu le concept, l'idée derrière cette collection, le public, etc. Et puis, on va réfléchir ensemble, et là, j'aurai besoin de votre participation, donc soyez prêts. On va réfléchir ensemble aux spécificités qui font le niveau B1, parce que c'est vrai que le niveau B1 pour des adolescents, il faut un petit peu réfléchir à comment on le fait, puisque le niveau B1 peut rapidement demander à parler du monde professionnel et de choses comme ça qui ne sont pas toujours adaptées aux adolescents. Ensuite, je vous présenterai l'intérieur des Globetrotters 5. Donc, je vais vous montrer exactement comment s'organise une unité, comment on peut la travailler, comment est-ce qu'elle est faite, comment elle a été pensée par l'équipe des autrices. Et puis, tous les compléments. Je ne savais pas exactement quel titre mettre parce que les Globetrotters, c'est pas seulement les livres, il y a plein de matériel complémentaire très très riche qui nous permet à nous, les profs, de pouvoir s'en servir très facilement, très rapidement et qui nous permet de ne pas avoir forcément besoin de rajouter beaucoup d'heures de travail puisqu'on a déjà beaucoup de matériel. Je vais vous en parler à la fin. Donc merci beaucoup d'être là. Je vois au fur et à mesure toutes les personnes qui se présentent. On a encore une fois des gens de partout dans le monde et même de la Bretagne. Bah, écoutez, moi je suis pas loin, je suis à Nantes. Donc voilà, on est d'un peu partout. Donc ça fait plaisir de voir autant de personnes de partout dans le monde intéressées par ce livre. Donc, je rentre dans le vif du sujet pour vous présenter déjà la collection des Globetrotters. La collection des Globetrotters, donc comme je le disais, elle avait déjà 4 niveaux qui sont sortis il y a très peu de temps. Le niveau 1 et 2 qui permettaient de couvrir le niveau A1, le niveau 3 et 4 qui permettaient de couvrir le niveau A2, et le niveau 5 qui est un livre un peu plus conséquent. Vous allez voir, il y a un peu plus d'unités qui nous permet de couvrir le niveau B1. Euh, et voilà, ça nous permet d'amener notre public d'adolescents jusqu'au niveau B1, de les préparer au DELF A1, A2 et B1, DELF junior ou DELF scolaire, et donc de travailler avec eux dans la même dynamique d'ouverture sur le monde, d'attention à l'hétérogénéité des classes, d'inclusivité, etc., du A1 jusqu'au B1. Le concept des Globetrotters, il est destiné à des adolescents, on va dire entre 10 et 16 ans, ça dépend vraiment beaucoup de la manière dont c'est découpé. Et le concept derrière tout ça, c'est que dans chaque unité, on a un ou une adolescente francophone, donc qui habite dans un pays francophone ou dans une région francophone ou dans une île, on peut avoir plein de choses différentes. Et grâce à elle, on va découvrir sa ville, sa région, sa culture et surtout sa manière de vivre. L'objectif n'est pas que les élèves obtiennent un savoir encyclopédique de certaines régions du monde francophone, mais plutôt d'être vraiment dans des choses très concrètes et de voir comment est-ce que les jeunes de l'âge de nos élèves vivent, quel genre de musique ils écoutent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils mangent, quel est leur rythme de tous les jours, qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, on rencontre dans les Globetrotters 5, dans le niveau B1, on va rencontrer 8 jeunes francophones qui doivent avoir à peu près l'âge de nos élèves. Euh, et qui vont nous permettre voilà, de voyager et d'apprendre des choses et surtout d'être capable de faire des choses en français, d'apprendre la langue française en faisant des choses. Donc dans les Globetrotters numéro 5, ce que je vous disais, c'est qu'il est un peu plus gros. Vous allez voir quand vous l'aurez physiquement, il est un peu plus gros que les autres puisqu'il a 8 unités quand les autres n'en avaient que 6. Puisque voilà, l'objectif est de couvrir tout le niveau B1, donc il faut au moins 8 unités pour pouvoir faire ça. Il est destiné, je le disais tout à l'heure, à des apprenants entre 10 et 18 ans. Oui, j'ai dit 16, mais 18, ça va très bien.
Et il est fourni avec un mode d'emploi flexible selon le volume horaire. Vous verrez, lorsque vous recevrez le livre, vous aurez accès sur la plateforme numérique à ce qu'on appelle, je crois que c'est ce qu'on a appelé les itinéraires, qui sont un peu comme des modes d'emploi. Donc vous avez le mode d'emploi si vous avez vraiment beaucoup de temps, parce qu'en fonction des institutions dans lesquelles on travaille, on peut avoir seulement 1 heure et demie de classe par semaine, comme on peut en avoir 4 ou 5 ou plus si on a de la chance. Et c'est vrai que plus on a d'heures avec les élèves, plus on va pouvoir développer les choses, aller au fond des projets, utiliser toutes les vidéos qui sont sur la méthode, aller vraiment faire tous les exercices interactifs, etc. Si on a moins de temps, il va falloir aller à l'essentiel. Et voilà. Donc cet itinéraire nous permet d'avoir trois modes d'emploi, trois propositions pédagogiques pour pouvoir savoir comment utiliser le livre. Donc c'est très, très utile quand on débute avec une nouvelle collection ou avec un nouveau manuel de voir un peu comment est-ce que les auteurs ont pensé ça et comment est-ce qu'ils imaginent qu'on va pouvoir le faire. Donc vous pourrez prendre connaissance de ce mode d'emploi. Une unité des Globetrotters, alors que ce soit le 1, ou le 2, le 3, le 4 ou le 5, l'idée est toujours la même. L'objectif, c'est de progresser petit à petit, en douceur, voilà, on ne va pas forcer les choses, mais c'est pour ça que le niveau 1, par exemple, est divisé en deux manuels, le niveau A2 est divisé en deux manuels aussi, et le niveau B1 a donc plus d'unités pour pouvoir avoir le temps d'avancer en douceur et de vraiment consolider les acquis des élèves. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous partager quelques pages du livre, la mise en page a été vraiment travaillée pour qu'elle soit le plus épurée possible. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité ça? Pour que les élèves, quand ils ouvrent le livre, ils n'aient pas l'impression de pouf, il y a beaucoup, beaucoup de choses et ça va d'être submergé par la quantité d'informations. Puisque le livre étant 100% en français, on sait que parfois pour nos élèves, ça peut être un peu difficile en fait de comprendre et les consignes en français, et tous les documents, et toutes les questions, etc., etc. Donc voilà, on a essayé enfin, les, les personnes qui travaillent sur la mise en page ont essayé de faire une mise en page la plus épurée possible, et je pense que le résultat est vraiment réussi, puisque c'est très agréable en fait de naviguer sur les pages. Ensuite, les thématiques qui ont été choisies, je vais vous les montrer ensuite, mais vous allez voir, correspondent vraiment aux préoccupations des adolescents actuels. Préoccupations, pas forcément d'un point de vue négatif, mais préoccupations et loisirs et centres d'intérêt, disons, des adolescents du monde d'aujourd'hui, de 2024. Et aussi, bien sûr, au niveau B1, aux exigences du niveau B1. On a des activités pour tout le monde, c'est-à-dire des activités qui utilisent tout type d'intelligence, tout type de compétences. Donc, on travaille bien sûr les compétences de compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, interaction orale, beaucoup, interaction écrite aussi, et et la compétence de médiation, médiation entre les langues, médiation entre les documents, etc. Régulièrement, on propose aux élèves d'expliquer avec leurs propres mots, d'expliquer dans leur langue, de comparer leur culture, comparer leur langue. Donc il y a aussi la compétence interculturelle qui est très mise en valeur. Et quand je disais des activités pour tout le monde, c'est aussi que vous allez voir, on a beaucoup pensé à l'hétérogénéité des publics. On sait qu'au sein d'une classe, on peut avoir des élèves qui ont plus ou moins de difficultés avec certaines choses, des élèves qui peuvent souffrir de ce qu'on appelle les comme la dyslexie ou des choses comme ça. Donc, on a essayé de faire en sorte de pouvoir proposer voilà, et des documents, et des activités, et des types d'activités, c'est ça qui vont pouvoir s'adapter à tout le monde. Qu'un élève ait eu plutôt une mémoire visuelle, il va s'y retrouver grâce à certains outils que je vais vous présenter. Si un élève a besoin d'entendre les choses pour pouvoir les mémoriser, je vais vous montrer aussi, ça sera possible. Si des élèves ont des difficultés dans la lecture, on va avoir des moyens de les guider et de différencier en fait dans la classe ceux qui sont plus rapides et ceux qui ont besoin de plus de temps. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, mais c'est vraiment l'objectif parce qu'on sait que de plus en plus, les classes sont très hétérogènes et pour les professeurs, c'est toujours vraiment compliqué de pouvoir bah, gérer tout ça en fait et de pas prendre trop de temps sur son temps personnel, à nous les profs, à construire d'autres ressources pour pouvoir s'adapter à tout le monde. Donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure.
Alors, on va réfléchir un petit peu aux spécificités du niveau B1. Donc là, on sort un peu des globetrotters pour y retourner tout à l'heure, mais je vais vous demander votre participation si vous pouvez. Donc, je vais vous afficher un QR code et puis on va mettre dans le chat le lien aussi. Donc, si vous avez votre téléphone à portée de main, vous allez pouvoir euh, flasher directement, scanner le code QR qui s'affiche ici. Sinon, on va voilà, copier le code, le lien dans dans le chat et vous allez pouvoir répondre on va créer un nuage de mots en fait avec deux questions. La première question, donc elle va s'afficher normalement sur votre écran lorsque vous serez rentré dans le chat, dans Mentimeter. Hop, je vais vous copier le lien. Voilà, je vous copie le lien, comme ça vous pouvez y accéder facilement. Et le temps que vous vous connectiez, je vais partager avec vous mon écran et donc le résultat du nuage de mots au fur et à mesure qu'il se construit. Donc normalement, lorsque vous êtes connecté, vous allez voir ce que je vois ici et je vous raffiche le QR code si jamais vous n'avez pas eu le temps de le scanner. Voilà. Très bien, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent, donc super. Donc là, ce que je vous propose, c'est la question, les thématiques. De quoi on parle normalement dans le niveau B1? Quelles sont les thématiques qui reviennent régulièrement? Si vous pensez au DELF, par exemple, si vous préparez vos élèves au DELF, DELF B1, quelles sont les thématiques, les thèmes on ne peut pas passer à côté en général? Donc des thématiques assez globales, hein, moi, je vois pas mal de choses qui commencent à arriver. Je vois que vous connaissez bien le niveau B1. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Ah, super, vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu. Du coup, ça bouge dans tous les sens, c'est pas facile à lire. Alors, je commence déjà à regarder un petit peu ce que vous avez mis. Je vois en très gros au milieu, on a environnement, et j'ai vu aussi réchauffement global, problème climatique, le climat, etc. Donc, c'est clair que l'environnement, l'écologie, tout ce qui est les problèmes climatiques, les problèmes, là, voilà, quelqu'un dit aussi dans le chat, la pollution, l'environnement, voilà. Donc ça, c'est clair que c'est un thème qu'on va retrouver dans le niveau B1, parce qu'en plus, c'est un thème qui permet de travailler d'un point de vue purement linguistique, et de travailler donner son opinion, expliquer un phénomène, parler d'un problème, etc. Et ça, c'est des choses très importantes au niveau B1. Je vois aussi la santé, par exemple, la santé, le bonheur, voilà, le bien-être, des choses comme ça. Donc ça, c'est clair aussi que ça fait vraiment partie du niveau B1. Le travail, alors le travail, les études, la vie professionnelle, etc. Ça, je vois aussi plusieurs réponses dans ce sens-là. Les études, donc, alors c'est vrai qu'avec nos élèves adolescents, on va surtout parler de leurs études, éventuellement des métiers qu'ils pourraient faire plus tard. On peut, avec certains, commencer à travailler le CV, la lettre de motivation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la réalité de nos élèves en fonction de leur âge. On va parler aussi, bien sûr, de l'éducation, des loisirs. Alors ça, c'est encore un autre thème, les loisirs, leurs passions, les sports, etc. On va parler alors voilà, quelqu'un a dit ici les réseaux sociaux, l'information, les médias. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui allait dans ce sens-là? Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, c'est ça, les médias, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la communication, tout ça. Effectivement, ça fait vraiment partie disons, des problématiques du monde actuel. On a aussi, alors quelqu'un nous dit dans le chat, la vie sociale, les actions humanitaires, tout à fait. La solidarité, tout ça, ça fait aussi tout à fait partie de ça.
Alors, quelqu'un a dit le conflit Palestine-Israël, plus largement, disons qu'on va peut-être parler des relations internationales, du monde en général, quelqu'un a marqué aussi contestation, les droits de l'homme, etc. Donc, effectivement, vous êtes tout à fait dans le cadre, on va parler de tout ça. Je pense que vous êtes vraiment... On voit que vous connaissez bien le niveau B1. Donc, ne touchez à rien. Je vais vous afficher une deuxième question. Et cette fois, c'est les mots-clés pour définir le niveau B1. Donc, pas les thématiques, mais si on devait donner un mot, un adjectif, par exemple, pour définir un apprenant de niveau A1, comment il doit être? Je ne veux pas vous donner d'exemple parce que je ne veux pas vous influencer, mais quels sont les mots-clés qui définissent le niveau de maîtrise de la langue de B1? Il y a déjà eu dans les réponses précédentes quelques mots qui correspondaient. Je vous laisse essayer de répondre. Voilà, donc soit dans le nuage de mots, soit dans le chat, ça sera très bien. Voilà, très bien. Je vois qu'il y a des mots qui arrivent. C'est ce que j'attendais. Merci. Merci d'avoir compris ce que je voulais vous dire. Je vous laisse quelques temps pour répondre. Alors, il y a beaucoup de choses dans le chat aussi. Autonome, autonomie, autonome, effectivement, vous êtes assez d'accord avec ce mot. Alors, pour tout vous dire, si on relit le CE-CRL, le mot autonome est plutôt utilisé pour définir le niveau C1. Le mot qui correspond au niveau B1, c'est plutôt indépendant. Alors bon, c'est pas forcément très clair la différence entre autonome et indépendant, mais effectivement, c'est plutôt indépendant que autonome. Frédéric nous dit se débrouiller, c'est clair que c'est exactement le mot du niveau B1. Notre élève, il doit être capable de se débrouiller dans plein de situations différentes. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'il peut être confronté à plein de situations différentes de sa vie et de sa vie quotidienne et de sa vie un petit peu plus différente, sa vie au travail, sa vie dans ses études, sa vie dans ses voyages, etc. Et il doit être capable de se débrouiller. Et le mot se débrouiller, c'est important parce que ça veut dire qu'il ne va pas faire les choses de manière correct, mais il a les éléments pour le faire. Alors, qu'est-ce que vous avez mis d'autre? Être capable d'argumenter, c'est le début, effectivement, de l'argumentation pour le niveau A1, B1, pardon. Indépendant, je vois beaucoup le niveau indépendant. Raconter, voilà, raconter un voyage. Parler, bien sûr. Donner son opinion, effectivement, là aussi, c'est le début de donner une opinion et un point de vue d'une manière un petit peu plus complète, en justifiant, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vocabulaire varié, tout à fait. On commence à être capable de pouvoir parler de différentes euh, thématiques, etc. On a vu tout à l'heure les thématiques, donc on doit être capable d'avoir du vocabulaire pour pouvoir aborder tous ces sujets. Vocabulaire varié, lexique avancé, efficace. Effectivement, ça doit commencer à être assez efficace. Capable de rédiger une lettre formelle, alors ça reste une lettre assez courte encore, mais on avance vers les choses plus formelles, effectivement. Capable d'étudier dans un pays francophone. Alors dans les universités, si je dis pas de bêtises, on demande plutôt le niveau B2, mais ça dépend peut-être du type d'études. Peut-être que B1 suffit, je ne sais plus exactement. En tout cas, je vois que vous êtes bien calé aussi sur ça pour le niveau B1. Alors, je ferme le nuage de mots. Merci pour vos participations. Et je retourne à mon diaporama, hop, avec des réponses officielles. Voilà, c'est simplement un copier-coller du, du document officiel du CECR qui résume le B1 donc correspond à un niveau d'utilisateur indépendant. Voilà, ça c'est très important. Vous aviez dit le mot autonome ou indépendant. Voilà, sachez que dans le CECRL, on parle du niveau indépendant. Donc, à la fin du niveau B1, l'apprenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé. Donc ça, c'est important. Il n'est pas non plus capable de comprendre tout l'argot ou un langage très, très formel. Et surtout, il faut que ce soit clair. S'il y a beaucoup d'interférences parce qu'il y a du bruit autour ou parce que la personne parle très, très vite ou a un accent auquel il n'est pas habitué, par exemple, voilà, ce ne sera pas un langage clair et standard auquel il est habitué.
mais il est donc capable de comprendre les points essentiels de ces discussions quand il s'agit de choses familières comme le travail, l'école, les loisirs, etc. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de thématiques. Ensuite, il est autonome, donc vous aviez raison avec ce mot autonome, dans la plupart des situations rencontrées en voyage, dans une région où la langue cible, ici le français, est parlée. Donc il va pouvoir se débrouiller un peu partout avec les situations de base, bien sûr. Mais les situations de base qui peuvent se complexifier un petit peu s'il a un petit problème. Ceux qui font passer le DELF B1 se souviennent on doit souvent jouer le rôle en tant qu'examinateur du contrôleur de train, par exemple, qui vient vérifier si le billet a bien été payé, et on doit régler des petits problèmes comme ça. Notre apprenant, il doit aussi être capable de produire un discours simple, cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Donc on reste quand même dans ce qui lui l'intéresse et des sujets auxquels il s'intéresse et il est familier. On ne peut pas tout d'un coup lui demander de produire un discours sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Il n'a pas encore le niveau de langue pour pouvoir le faire. Et enfin, il doit savoir raconter, quelqu'un a dit ça, raconter un voyage, par exemple, raconter un événement, une expérience, un rêve, décrire un espoir ou un but, et exposer brièvement des raisons ou des explications pour un projet ou une idée. Donc c'est un petit peu ce que vous disiez avec l'argumentation et la justification. On commence, c'est le début, hein, mais on peut exposer brièvement des raisons et des explications. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête pour pouvoir savoir où on va avec le niveau B1. Là, je vous ai mis le tableau des contenus du Globetrotter 5 qui couvre le niveau B1. Alors, je sais que c'est tout petit, mais vous pourrez le regarder en réalité plus tard. Mais pour que vous puissiez voir par rapport aux thématiques déjà. Donc, on a une première unité qui s'intitule C'est la rentrée. Donc, clairement, on va parler sans doute de l'école, de la rentrée des classes, donc de notre thématique de l'éducation. Ensuite, ma génération, ça va nous permettre de parler du monde actuel, des tendances actuelles et pourquoi pas peut-être aussi de comparer un peu les générations des parents, des grands-parents, etc. et voir des différences, parler de son époque, etc. Ensuite, regard critique, puisqu'on a vu que le B1, on doit commencer à pouvoir donner son opinion d'une manière voilà, justifiée et claire, on va pouvoir ici commencer à parler de choses très concrètes. Donc, dans cette unité, on va commencer à parler on va, disons, apprendre à avoir un esprit critique sur la publicité, par exemple, sur les comportements respectueux ou irrespectueux sur Internet, et puis parler des préjugés, des discriminations. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, on a parlé des droits de l'homme, on a parlé des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette thématique-là. Dans l'unité migration, on parle des migrations du monde actuel, des problématiques que ça peut représenter d'un côté comme de l'autre. On parle de diaspora, on parle d'événements aussi pour pouvoir faire connaître la culture de son pays d'origine quand on habite dans un autre pays, etc., etc. Bon, je ne vais pas faire les 8 unités, mais vous voyez que ces unités correspondent vraiment à tout ce que vous avez dit précédemment. En ce qui concerne les thématiques, j'ai pas parlé de l'unité 5, notre planète, voilà, c'est là où on va beaucoup, beaucoup parler d'environnement, mais c'est quelque chose qui revient un peu plus tard. On a parlé des études, c'est ce dont on va parler dans l'unité 6, puisqu'on va parler de son avenir, de son CV, de ses projets professionnels, etc. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette thématique du niveau B1. Et l'objectif, c'est que nos élèves soient capables de faire toutes ces choses dont on a parlé précédemment grâce aux unités de Globetrotter 5. Alors justement, l'unité de les Globetrotter 5, comment est-ce qu'elle est organisée? Je vous montre petit à petit. Donc j'ai pris l'unité numéro 2, qui est l'unité modèle, mais elles fonctionnent toutes de la même manière. Donc si vous comprenez comment fonctionne celle-là, vous êtes capable de toutes les utiliser. Donc quand on ouvre une unité, on tombe sur cette double page, qui est la double page d'ouverture. Donc cette double page, elle présente la situation d'apprentissage avec le personnage, sa situation géographique dans le monde et une petite présentation très très rapide, quelques phrases pour qu'on sache qui elle est. Ici, en l'occurrence, c'est une fille. C'est Margot qui habite, je ne sais plus où elle habite, à Pau. Elle habite à Pau, dans le sud de la France. On a le sommaire avec nos 3 leçons et surtout les objectifs. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire à la fin et qu'est-ce qu'on veut être capable de faire en termes de projet.
On a ensuite sur la page de droite les premières activités. Toujours la même chose, on commence toujours par un document d'interaction écrite qui est comme une petite conversation chat entre notre personnage, donc ici Margot, et ses amis ou sa famille, tout dépend de la thématique de l'unité. Et enfin, dernier document que l'on a sur la première page, c'est une vidéo authentique qui peut venir de la télévision française, télévision francophone, de YouTube, des réseaux sociaux, de plein de choses, voilà. Bon, il y a plein de types de vidéos différents. Donc si on veut utiliser cette vidéo très rapidement en classe, on peut utiliser simplement les 3-4 questions qui apparaissent ici dans le livre. Si on a plus de temps, c'est là où on va pouvoir jouer un peu avec les différents types d'itinéraires. Si on a plus de temps, sur la plateforme numérique, sur l'espace virtuel, on va retrouver une fiche pédagogique complète d'exploitation de la vidéo pour pouvoir travailler sur la vidéo pendant une séance de cours complète. Voilà, donc cette première unité permet donc de lancer, pardon, pas cette première unité, cette première page permet de lancer la thématique de l'unité, les objectifs, c'est là où on passe un contrat d'apprentissage avec notre élève, où on lui dit vers où on va, pourquoi on va faire les choses, etc. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec 3 doubles pages de leçons, d'accord? Donc c'est dans ces doubles pages de leçons qu'on va aborder vraiment la langue en elle-même, donc avec de la grammaire, du lexique, et surtout l'objectif c'est toujours que l'élève utilise la langue, interagisse, etc. Je vous montre une leçon plus en détail, que vous voyez comment ça fonctionne. Donc on a toujours en haut l'objectif, donc par exemple ici, leçon 1, je parle des styles vestimentaires et des apparences. Donc ça va nous permettre de découvrir beaucoup de lexique, bien sûr, d'apprendre à dire, d'écrire certaines choses, et ça va nous permettre d'utiliser ici, par exemple, d'un point de vue grammatical, l'adverbe encore, d'apprendre à utiliser l'adverbe encore. Mais cette leçon est vraiment plutôt focalisée sur le lexique, en l'occurrence. Donc, on a l'objectif. On retrouve toujours en violet ici, toujours de la couleur violette, les encadrés de lexique. Donc vous voyez que dans la leçon, on donne directement aux élèves le lexique. Pourquoi est-ce qu'on le donne et qu'on ne le fait pas chercher, etc. Parce que l'objectif, c'est vraiment que les élèves puissent l'utiliser. On sait très bien que les cours avec les adolescents, en général, on a très peu de temps. Donc l'objectif va vraiment être de pouvoir utiliser tout de suite tous ces éléments, donc par des activités, etc. Donc ça fonctionne toujours de la même manière. On a un document déclencheur qui, grâce à quelques questions, on va travailler la compréhension écrite ou orale quand c'est un document audio. Et grâce à cette compréhension, on ressort en fait du lexique et on voit comment il est utilisé. Et immédiatement après, on demande aux élèves de réutiliser tout ça. Quelques éléments qu'on peut voir apparaître aussi au fur et à mesure des leçons, c'est ce petit symbole ici jaune qui s'appelle CI, qui nous dit qu'on peut travailler ce point-là de la manière classe inversée. Donc ça, c'est plus un petit symbole pour le prof, à vrai dire, puisque ça veut dire que nous, dans notre guide pédagogique, on va retrouver une explication de comment aborder ce point en forme classe inversée. On retrouve aussi ce petit symbole avec les dés qui indique qu'on propose un jeu aux élèves. L'objectif, c'est vraiment que l'apprentissage soit actif, ludique, interactif. Donc à chaque fois qu'on a les petits personnages comme ça, où il y a 2 petits personnages, ça veut dire qu'on leur propose une interaction. Quand on a les petits dés, c'est un petit jeu. Le petit haut-parleur, c'est une compréhension orale. Le lexique, j'ai dit, en violet. La grammaire en bleu. Donc de la même manière, on retrouve toujours les éléments grammaticaux qui sont présentés ici pour pouvoir être utilisés tout de suite. Et l'objectif final de notre leçon, c'est d'être capable de réaliser un mini-projet. Je vais vous montrer après plus en détail un mini-projet. Et ah oui, j'ai oublié de vous préciser que la grammaire, ces petits encadrés de grammaire peuvent être écoutés. C'est pour ça que j'ai mis le petit symbole du haut-parleur. Comme je vous disais tout à l'heure, si on a certains élèves qui ont besoin d'entendre les informations pour pouvoir mieux les mémoriser, ben voilà, on l'a ou visuellement ou on peut l'écouter. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans nos pages de leçons? On a de l'aide aussi pour les apprenants. Donc on a ce qu'on appelle les astuces. Les astuces, c'est de l'aide méthodologique en fait. Donc c'est de l'aide pour organiser son apprentissage, pour reconnaître certaines choses. Donc là, par exemple, une petite aide pour former le conditionnel présent, c'est facile.
Il suffit de prendre la base du futur, de rajouter la terminaison de l'imparfait, etc. C'est un petit rappel sur la méthodologie de l'apprentissage. Et on a un autre type d'encadré marron qui s'appelle le sais-tu, avec des petites notions culturelles, et c'est ce qui nous permet d'apprendre des choses aussi sur l'unité, sur la région francophone dans laquelle on est dans cette unité. Donc dans cette unité, je vous ai dit, on est à Pau, donc on a une petite explication culturelle sur des mots français qui viennent de l'anglais, etc. Ce qui permet aussi souvent de faire des comparaisons interculturelles et de travailler un peu la compétence interculturelle. En ce qui concerne les projets, donc dans les Globetrotters, on travaille vraiment par projet. On est dans la méthodologie actionnelle et l'objectif, c'est toujours que nos élèves soient capables de faire des choses en français. Donc à la fin de chaque leçon, vous avez un mini-projet. Et à la fin de chaque unité, vous avez un projet final. Ça veut dire que dans une unité, notre élève aura pu réaliser 4 projets. Et ce sont des projets qui sont réalistes, qui ressemblent à des choses qu'il pourrait faire dans la vie réelle, et réalisables en classe, avec pas forcément beaucoup de temps ni beaucoup de matériel. Ces projets sont toujours présentés de la même façon. On a d'abord le titre, bien sûr, puis une recette pas à pas. Donc pour les mini-projets, en général, on a 2 ou 3 étapes de réalisation du projet qui ont été écrites le plus simplement possible. On a un mini exemple de production juste pour lancer en fait les élèves, pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et on a toujours 2 manières de réaliser le projet. On peut le réaliser de manière numérique ou le réaliser de manière papier, crayon, traditionnelle, disons. Numérique ou pas numérique. Voilà, je ne sais jamais comment dire l'autre. Donc, c'est soit un choix qu'on peut laisser aux élèves, et en fonction des groupes, ils vont pouvoir décider de le faire plutôt sur papier parce qu'ils ont envie de dessiner, de peindre, etc. Ou plutôt numérique parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de talent pour dessiner et qu'ils ont envie de développer leurs compétences numériques. C'est une possibilité. Voilà, donc, ou bien le professeur peut imposer une fois numérique, la prochaine fois pas numérique, etc. Ça peut, voilà, tout dépend de votre groupe d'élèves, tout dépend du matériel dont vous disposez dans les classes, bien sûr, mais voilà, l'idée, ça a été de pouvoir le faire quelles que soient les conditions, avec pas forcément beaucoup de matériel. Donc l'objectif de ces mini-projets, c'est de réutiliser tout ce qu'on a vu dans la leçon, donc la grammaire, le lexique, la thématique, les idées, les notions culturelles, etc., pour faire quelque chose. Donc par exemple, ici, on propose aux élèves alors la thématique, c'est vivre à une autre époque, et on leur propose d'imaginer comment ils auraient vécu dans une autre époque, donc décider quelle époque, qui ils auraient été, qu'est-ce qu'ils auraient fait, quelles auraient été leurs activités quotidiennes, et d'en parler, de présenter leurs idées au reste de la classe. Et donc le reste de la classe doit deviner de quelle époque il s'agit. Donc ça, ce serait la manière, disons, traditionnelle sans technologie. Et en utilisant les nouvelles technologies, on fait la même chose, mais on présente sur un mur virtuel, donc comme un Padlet ou un Digipad ou des choses comme ça, la personne qu'on aurait été. Donc selon une ou l'autre version, on travaille des choses un peu différentes. Donc voilà, ça, c'est ces mini-projets qui permettent vraiment d'ancrer l'apprentissage dans quelque chose de réel et réaliste. Une fois qu'on a passé les 3 leçons, d'accord, on a 3 doubles pages de leçons, on arrive sur la double page de grammaire qui récapitule tous les points de grammaire qui ont été vus de manière très sporadique au fur et à mesure de l'unité. Donc dans cette double page de grammaire, on a les explications, parce que dans les pages de leçons, on n'a pas d'explications, on a juste les éléments pour pouvoir les utiliser. On a les explications, on a des exercices de systématisation pour chaque point de langue. Alors, il y a seulement un exercice pour chaque point, parce que le reste des exercices est dans le cahier d'activité des élèves. Je vais vous en parler après. Et on a des activités pour travailler la phonétique, qui correspond aussi au niveau à ce niveau-là, donc là au niveau B. D'accord? Donc l'idée de cette double page n'est pas forcément de terminer les 3 leçons, puis consacrer 1 heure entière de cours à la grammaire, parce que ça peut être un peu rébarbatif. Mais moi, je travaille plutôt en aller-retour. Donc, lorsque je suis dans la leçon 1, si je vois que mes élèves ont besoin de plus d'explications sur la grammaire, hop, je passe à la double page de grammaire pour qu'on lise ensemble comment ça se passe, les explications, éventuellement faire le petit exercice de systématisation, puis retourner dans la leçon pour utiliser
par les exercices d'interaction, de jeu et le projet, etc., utiliser ces éléments de grammaire. Mais voilà, c'est plutôt si on a besoin, en fait. Disons que cette partie est presque optionnelle. Si les élèves réussissent à utiliser les éléments de grammaire sans passer par toutes ces explications, dans un sens, tant mieux. Ensuite, on a la même chose pour le lexique. On retrouve une double page de lexique ici, toujours présentée de la même manière, donc toujours sous forme de carte mentale. Donc c'est ce que je disais aussi en introduction, qu'on a essayé de penser à tout type d'élève. Donc quelqu'un qui a une mémoire très visuelle, le fait de présenter le lexique de cette manière permet voilà, il est organisé par catégorie, on a des petits symboles, pictogrammes pour la plupart des mots pour pouvoir les mémoriser. Donc ça aide énormément à la mémorisation. Mais une carte mentale toute seule, ça ne suffit pas. C'est pas magique, ça ne s'infuse pas directement dans l'esprit de nos élèves. Donc on a besoin, comme pour la grammaire, d'exercices de systématisation. C'est ce qu'on va retrouver sur la colonne de gauche, avec 4 ou 5 exercices de systématisation qui vont permettre aux élèves, enfin, disons, qui vont les obliger à aller fouiller en fait dans cette carte mentale et d'utiliser ces mots pour enrichir leur lexique. Et on a aussi toujours une phase d'appropriation. Et ça, c'est le numéro 5, c'est toujours la dernière question, où on propose aux élèves de refaire leur propre carte mentale, parce qu'on sait très bien qu'au fur et à mesure du cours, on peut avoir des mots qui sont arrivés pendant la classe et qui n'apparaissent pas ici dans le livre, puisque ce sont des choses qui ont surgi pendant la classe. On peut aussi avoir, selon le contexte dans lequel on habite, pas avoir besoin de certains mots, alors qu'on a besoin d'autres. Bref, donc c'est intéressant de proposer aux élèves de refaire leur propre carte mentale. Voilà pour le lexique. Ensuite, lorsqu'on tourne encore la page, on arrive sur la double page plus culturelle et qui permet de travailler le côté interculturel aussi. Donc dans cette double page, on retrouve notre jeune francophone qui nous présente un élément de sa culture. Alors ça dépend vraiment de la thématique de l'unité. Et elle nous présente un reportage, en fait, ici sur la mode, par exemple, la mode dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà, avec certaines spécificités. On propose aux élèves de prendre un peu eux aussi le rôle de journalistes en herbe, et de faire à leur tour eux aussi des recherches sur leur propre culture, d'écrire un petit article ou de faire une petite présentation à l'oral, par exemple, pour expliquer certaines choses. Et en bas, dans le bandeau du bas, on a un petit questionnaire culturel. C'est un quiz, en fait, pour voir si les élèves ont mémorisé certaines notions culturelles qui sont disséminées tout au long de l'unité. Donc voilà, donc ici on ne travaille pas la langue à proprement parler, mais en fait on va travailler la compréhension écrite, la production orale, l'interaction à nouveau, pourquoi pas la production écrite si on a le temps de faire le projet de journaliste en herbe. Donc voilà, ça permet à nouveau de rebrasser tous ces éléments qu'on a vus tout au long de l'unité. Et pour terminer l'unité, on a notre fameux projet final. D'accord? Donc ce projet est un peu plus conséquent que les mini-projets, mais il est toujours réaliste et réalisable en classe. On retrouve le même fonctionnement avec une recette pas à pas, donc là avec un peu plus d'étapes, parce que c'est un projet un petit peu plus conséquent, avec vraiment les étapes très bien décrites pour les apprenants. Nous, dans le livre du professeur, on a d'autres explications sur comment mener ce projet avec les élèves, sur des idées d'animation du projet. De la même manière que dans les mini-projets, on retrouve deux manières de réaliser le projet, donc en numérique ou sans numérique. Et on a toujours un exemple de production pour que les élèves sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux, en fait. Parce que comme tout est expliqué en français, des fois, voilà, ça nous permet, le fait de donner un exemple permet que les élèves sachent un peu ce qui est attendu de leur part. Donc voilà, on termine l'unité avec ça. Mais quand on a plus de temps ou éventuellement si on enseigne d'autres matières en français, on a la page de DNL. Donc DNL, ça veut dire discipline non linguistique, c'est-à-dire une autre matière que le français en français. Et ici, dans cette unité, on a les arts plastiques, par exemple, et on a une page avec différentes activités qui vont nous permettre de travailler les arts plastiques en français. Donc on a toujours un petit peu d'informations pour apprendre quelque chose de nouveau sur les arts plastiques, puis quelques activités assez rapides,
Et encore un autre petit projet qui correspond. Donc ici, l'objectif, par exemple, sera de réaliser une exposition avec les collages, avec des collages que chaque groupe va pouvoir faire à partir de cet exemple que l'on voit. Donc voilà, ici, on va encore à nouveau, bien sûr, travailler la langue française puisqu'on va l'utiliser et on va utiliser du lexique spécifique, etc. Mais l'objectif, c'est plutôt de travailler les arts plastiques en français. Donc voilà pour l'organisation de l'unité des Globetrotters 5. Donc si vous avez compris, l'objectif c'est vraiment de faire les leçons dans l'ordre et puis de faire éventuellement des petits allers-retours avec la page de grammaire. Mais voilà, enfin, c'est assez simple à prendre en main puisqu'il suffit de suivre le rythme du livre. On considère qu'une page de leçon, donc si je vous raffiche une page de leçon ici, correspond à peu près à une séance de cours, en prenant comme moyenne qu'une séance de cours serait à environ 1 heure, sachant qu'on peut faire cette double page en 45 minutes comme en 1 heure et demie, tout dépend, tout dépend et de notre groupe d'élèves et à quel point on va aller au fond des choses et on va vraiment profiter du moment voilà, tout dépend. Enfin, chaque prof va adapter bien sûr son rythme à ses conditions, mais c'est ce qu'on peut imaginer. Pour terminer, je voulais vous parler des compléments qui vont, parce que là pour l'instant je ne vous ai parlé que du livre de l'élève, et il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le livre de l'élève. La première chose, c'est déjà le cahier d'exercice pour les élèves. Je l'ai mentionné très rapidement, mais je vais vous expliquer un petit peu plus. Et pour nous, les profs, très important, le guide pédagogique. Je dis très important parce que ce guide pédagogique, il est disponible sur la plateforme L'Espace Virtuel, vous pouvez le télécharger, et il est très 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 complet. Pour chaque page de leçon, on vous propose des idées de comment démarrer la leçon avant même d'avoir ouvert le livre, comment aborder chaque activité, comment faire en groupe, en binôme, en classe inversée, etc. Donc voilà, il donne énormément de pistes pédagogiques, ce guide. Donc voilà, si vous débutez avec les Globetrotters, n'hésitez pas à aller voir parce que ça vous donne une idée de comment l'utiliser de manière vraiment efficace, dynamique, etc. Quant au cahier d'activité, je vais vous en montrer quelques extraits. Donc le cahier d'activité, il reprend exactement le même découpage que l'unité. Donc on va retrouver nos 3 leçons avec les exercices qui correspondent exactement aux points qu'on a travaillés dans les leçons. Donc c'est très facile de s'y retrouver. Si on est en ce moment en train de faire la leçon 2, il suffit de dire aux élèves d'aller voir les pages du cahier d'exercice de la leçon 2. Donc voilà, c'est assez facile. Et à l'intérieur même des leçons, tout fonctionne dans le même ordre que dans le livre. Avec ce cahier d'activité, on va pouvoir travailler toutes les compétences, donc la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, la production écrite, et la grammaire et le lexique. D'accord? Donc on peut vraiment, c'est là où on va avoir tous les exercices de systématisation et d'entraînement pour fixer les notions et les compétences qu'on veut que nos élèves acquièrent. Et puis, alors j'ai commencé par la fin, mais au tout début de l'unité, lorsqu'on ouvre la page du cahier d'exercice sur une nouvelle unité, on a un petit quiz où on retrouve notre adolescente francophone de l'unité, qui commence par un petit quiz avec différentes choses. Ça peut être des éléments culturels, ça peut être du lexique, ça peut être voilà, un petit quiz grammatical aussi. Et c'est assez rigolo à faire avec les élèves parce que ça prend vraiment très peu de temps et ça permet aussi de lancer le travail sur le cahier d'exercice. À la fin du cahier d'activité, à la fin de chaque leçon, pardon, du cahier d'activité, pas de chaque leçon, de chaque unité du cahier d'exercice, on a cette page d'auto-évaluation qui permet de valider, ou non, mais on espère que ça permet de valider les nouvelles compétences des élèves. Donc on a des phrases, par exemple ici, je peux parler des vêtements et de la mode. Donc on a un petit exercice, et si le résultat de l'exercice est positif, ben, on peut vraiment valider ça et dire, ok, ça y est, moi en tant qu'élève, je peux faire ça. Je peux exprimer des souhaits, ici on a je peux exprimer des regrets et des reproches, et je peux décrire la manière dont se déroule une action. Voilà, et je trouve que ce moment est très important avec les élèves, surtout avec les ados qui parfois manquent un peu de motivation ou font du français parce qu'ils sont obligés de faire du français.
ce type de moment d'auto-évaluation permet voilà, de valider et de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses, qu'ils sont capables oui, d'avancer, qu'ils avancent, en fait, de valider leur progrès. Donc, voilà, je trouve que c'est toujours très utile cette page. Pour terminer, je vous liste un petit peu tous les autres éléments qui existent, parce que je pourrais encore parler pendant 1 heure et vous montrer plein d'exemples de plein d'autres choses, mais voilà, pour que vous sachiez ce qui existe. Alors, vous avez des évaluations, plein de types d'évaluations qui existent pour les globetrotters. Vous avez une évaluation initiale, avant, disons, évaluation diagnostique. Avant de commencer les globetrotters 5, au premier jour de l'année, par exemple, vous pouvez faire une évaluation diagnostique avec les élèves, ce qui va vous permettre de savoir tout de suite, d'avoir un peu, parce que parfois on ne connaît pas nos élèves au début de l'année, donc de savoir un peu qui est qui et quelles sont les lacunes et les maîtrises de chacun. Ensuite, vous avez une évaluation pour chaque unité et une évaluation finale. Je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il y ait aussi une évaluation trimestrielle toutes les 2 ou toutes les 3 unités. En tout cas, pour toutes les unités, ça c'est sûr. Et ces évaluations, ce qui est très intéressant, sachant que grâce à l'évaluation diagnostique, vous avez vu un peu le niveau des élèves, on a 2 niveaux, 2 degrés de difficulté pour chaque évaluation. C'est-à-dire que vous avez l'évaluation classique et l'évaluation guidée. On va évaluer les mêmes choses, mais de 2 manières différentes. Dans l'évaluation guidée, on va retrouver essentiellement des questions à choix multiples, où l'élève ne doit pas rédiger de réponse, mais cocher une réponse parmi différentes propositions. Dans l'évaluation guidée, on va aussi avoir beaucoup d'exemples de production. Quand il s'agit de la production orale ou production écrite, on a vraiment des exemples, voire des productions à trous, par exemple. Donc voilà, ce qui nous permet d'évaluer à la fin d'une unité toute la classe, mais de manière différente en fonction de leur niveau, en fonction de leur capacité, etc. Pour les audios, tous les audios de la méthode sont écoutables. Je ne sais pas si le mot écoutable existe, mais on peut les écouter à plusieurs vitesses et on a la transcription pour tous les audios. Donc ça, c'est intéressant aussi quand certains élèves sont un peu paniqués à l'idée d'écouter un document audio. On peut, les premières fois, en tout cas, le passer plus lentement, comme les vidéos sur YouTube que maintenant on peut passer à différentes vitesses. Et on peut aussi les passer plus rapidement, mais ça c'est rare que les élèves le demandent. Pour le travail de la grammaire et du lexique, on a du matériel de renforcement. Donc pour chaque unité, on a un dossier qu'on peut télécharger sur la plateforme de l'espace virtuel, un dossier de renforcement, grammaire et lexique, avec du coup plus d'explications, plus d'activités systématiques, plus de contenu pour travailler vraiment la grammaire et le lexique. Pour les vidéos, je vous en ai parlé au départ aussi, on a des fiches pédagogiques pour exploiter de manière complète la vidéo, et ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que ces fiches vidéo existent de la même manière en 2 degrés de difficulté. Donc c'est toujours un peu la même idée, c'est que les fiches vidéo plus faciles, disons guidées, c'est beaucoup de questions à choix multiples, il y a de l'aide pour les réponses, mais on pose le même genre de questions, et on utilise la même vidéo. Vous allez retrouver beaucoup de propositions pour travailler en mode classe inversée. Donc c'est une dynamique à mettre en place dans les classes, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet souvent de gagner, enfin disons de rentabiliser le temps de classe pour que le temps de classe soit vraiment un temps euh, où on interagit avec les élèves, où les élèves utilisent la langue, parce que souvent sortis de la classe de français, ils n'ont pas l'occasion d'utiliser la langue. Et enfin, comme je le disais au départ, on a essayé de penser aux élèves aussi qui peuvent avoir des différents dysfonctionnements, dyslexie, etc. Donc la police de caractère et les codes couleurs ont été choisis oui c'est ça, sélectionnés par des spécialistes qui ont guidé pour choisir la police de caractère qui va aider au mieux ces élèves. Et dernière chose que je voulais vous dire, je vois qu'il y a quelques questions qui sont apparues, je ne l'ai pas lu encore. Vous avez aussi plein de ressources numériques. Donc, toutes les ressources que j'ai citées précédemment sont présentes sur l'espace virtuel, sont téléchargeables sur l'espace virtuel. Et en plus, dans les ressources numériques, vous avez donc le livre tel que je vous l'ai présenté, entièrement interactif et entièrement numérique. Donc, le livre de l'élève et le cahier d'activité de l'élève sont affichables complètement, et cliquable, tout est cliquable, toutes les activités sont 100% interactives. Donc
Si vous donnez des cours en ligne, c'est très très pratique. Si vous avez un écran commun pour la classe, c'est aussi très pratique de pouvoir faire intervenir les élèves de cette manière. Si les élèves, dans des situations assez idéales, disposent de tablettes ou d'ordinateurs prêtés ou donnés par l'école, voilà, on va pouvoir aussi travailler dans ces modalités-là. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je crois que je vous ai tout dit. Ah, le dernier point, les itinéraires numériques. Si vous connaissez un petit peu l'espace virtuel, vous avez sans doute vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur l'espace virtuel. Non seulement il y a le contenu des livres, mais il y a aussi des tas d'autres vidéos, des tas d'exercices interactifs, plein, 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 plein de choses. Et donc, pour nous faire gagner du temps, vous faire gagner du temps, on a créé les itinéraires numériques qui sont en fait un récapitulatif de tout ce que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes dans telle unité des Globetrotters. Vous avez tout ce qui est utilisable, qui correspond à la thématique, aux objectifs grammaticaux, lexicaux, etc., qui existent sur l'espace virtuel. Donc ça permet de ne pas perdre du temps à les chercher. On les a déjà cherchés pour vous. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Et comme ça, il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Amandine, pour cette présentation. Je rappelle, peut-être que si ça n'a pas été dit, que les Globetrotters est disponible en deux éditions. C'est-à-dire une édition qu'on peut appeler édition normale et une édition hybride. Donc, cette édition hybride contient un code d'accès de 12 mois à l'espace virtuel. Donc voilà, si vos apprenants, vous aussi, vous êtes habitués à travailler à la fois sur le papier et sur le numérique, dans cette édition hybride, vous avez directement le code d'accès qui est sur la deuxième page pour accéder directement à l'espace virtuel où vous retrouverez toutes les ressources dont a parlé Amandine, à la fois le manuel interactif avec tous les exercices interactifs du livre et du cahier, et aussi en téléchargement toutes les ressources, évaluation diagnostique, voilà, toute cette quantité de ressources disponibles pour les Globetrotters. Il me semble, Amandine, que tu as fait une présentation très détaillée parce que pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Euh, Nous avons une question euh, qui concerne plus le B1 de manière générale, qui était à la production écrite du B1. Est-ce qu'on demande d'écrire des lettres formelles? C'est le début des lettres formelles, en fait. C'est vraiment des petites lettres. Par exemple, on peut avoir une lettre de réclamation, je pense au DELF. Alors, c'est une thématique plus adulte, mais on va retrouver la même chose pour les ados. Par exemple, vous avez passé des vacances et ça s'est très mal passé dans l'hôtel, donc il faut écrire une petite lettre de réclamation pour expliquer ce qui n'a pas été. C'est ça le type de lettre formelle en B1. Donc, c'est pas une lettre très, très formelle, disons, c'est pas une lettre. C'est pas une lettre de motivation, etc. Mais c'est le début, donc on commence quand même à essayer d'écrire de manière un peu plus formelle, etc. Donc ouais, pour répondre à cette question. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, Amandine. Et en fait, voilà, donc je pense que tu as vraiment détaillé parfaitement ce dernier niveau de la collection les Globetrotters, parce que voilà, nous n'avons plus de questions. Alors, voilà, je vous invite aussi, si vous avez des questions ultérieurement, à pouvoir nous les faire parvenir. Je profite aussi de ce webinaire pour vous rappeler qu'en plus des rencontres virtuelles FLE, vous pouvez aussi suivre les ateliers virtuels FLE, dans lesquels d'ailleurs nous retrouverons Amandine pour une de nos dates. Donc, ces ateliers vont commencer à partir du 24 avril. Vous pouvez voir donc sur votre écran les différentes dates. Donc, le parcours pédagogique sera consacré à l'hétérogénéité, dont on a parlé aussi dans cette rencontre virtuelle sur les Globetrotters. Il y a une petite question qui nous est arrivée.
Par rapport au découpage spécifique, donc ce niveau, je pense que c'était par rapport au niveau Globetrotter 5, donc Globetrotter 5 et c'est un niveau B1. Donc c'est pour ça qu'il contient aussi 8 unités, donc c'est avec beaucoup plus d'unités parce qu'on souhaitait aussi de pouvoir voilà, avoir une progression aussi un peu plus light et de ne pas avoir des unités assez trop chargées en grammaire et en lexique. Une petite question pour Amandine. Voilà, finalement, les questions arrivent. Est-ce qu'il y a dans les Globetrotters 5 des exercices, et dans la collection Globetrotter de manière générale d'ailleurs, est-ce qu'il y a des exercices de discrimination auditive ou des exercices sur le rythme et l'intonation? Oui, dans la double page de grammaire, on a des petits exercices de phonétique. Et par phonétique, on entend effectivement discrimination auditive, prosodie, donc rythme, intonation, etc. Et il me semble qu'à partir du niveau B1, justement, on commence à travailler pas mal cette histoire d'intonation, puisqu'on commence à devoir donner des intentions précises à nos phrases, etc. Donc oui, il y en a. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Je rappelle aussi, comme expliqué, comme vous expliquez Amandine, que pour les grands porteurs, vous avez aussi les itinéraires numériques qui vous permettent aussi voilà, de pouvoir aussi accéder à toutes les ressources qui sont présentes sur l'espace virtuel, mais pas seulement pour les Globetrotters, mais ce qui vous permet aussi de pouvoir voir ce qui a été aussi proposé pour les autres méthodes et justement pour des exercices très précis sur la phonétique ou sur des points de grammaire, ces itinéraires numériques vous proposent aussi beaucoup plus de ressources. Donc, je pense que c'est la dernière question. Voilà, pour cette rencontre virtuelle. Je vous rappelle que pour le parcours pédagogique, vous avez le QR code qui apparaît à votre écran pour pouvoir avoir l'ensemble des informations. Et voilà, et je vous remercie beaucoup pour avoir été tous et toutes présentes pour cette rencontre virtuelle. Je vous rappelle donc qu'après la formation, vous recevrez par email un questionnaire de satisfaction et sous une dizaine de jours, vous recevrez aussi le replay de la vidéo sur YouTube et aussi votre certificat de participation. Un grand merci, Amandine, pour cette présentation et nous nous retrouvons tous très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.